Parler du futur au cinéma est souvent vu comme quelque chose de fantaisiste. Dans le sens le plus noble et le plus divertissant du terme, car au fond, imaginer le futur, le fantasmer, le construire sur une toile de cinéma, demande à un auteur beaucoup d'imagination, et beaucoup d'inspiration, et de jeu en même temps, autour de ce que l'on pourrait attendre de celui-ci, et de ce que l'on souhaite voir dans notre avenir qui pourrait changer le monde, dans le meilleur des cas comme dans le pire. Imaginer le futur, c'est donc en un sens de la fantaisie, un moment fugace pour un auteur cherchant tout aussi bien à se demander ce que le monde va devenir que simplement imaginer un instant, une fraction de seconde, ce que l'on pourrait faire de notre planète, d'un pays, d'une société ou même de quelque chose de plus simple, allant jusqu'à pousser le radicalisme d'une vision vers cette idée que l'on pourrait chercher dans le futur à construire un monde où l'individu ne serait plus libre de son propre corps, de sa propre voix et de son propre monde. C'est ainsi que se pose le long métrage ici présent. Car c'est ainsi qu'en 1998, un cinéaste australien a eu l'idée de plonger un acteur dans un jeu de Dupri à l'échelle nationale, voire mondiale, le temps d'un film qui a bousculé pas mal de monde, qui a divisé également à sa sortie, mais qui, avec le temps, par rapport à ce que le cinéaste avait sûrement en tête, s'est avéré extrêmement réaliste, voire même carrément proche de la voyance tant il a su deviner dans quelle direction allait notre monde. C'est ainsi que se pose devant nous un long métrage légendaire aujourd'hui, une œuvre fondamentale dans l'imaginaire collectif car elle a su prédire l'avenir, même si au travers de ce film c'était une vision radicale de celui-ci, car elle a su comprendre la mise en scène d'une époque qui allait changer la face du monde, car elle a cerné pleinement comment jouer avec le cinéma et comment jouer avec un acteur qui avait une certaine image à cette époque, et c'est ainsi que ce long métrage, à l'idée plutôt saugrenue à l'époque, est devenu une œuvre de légende et un de ces moments de cinéma qui a marqué notre époque. Ainsi, nous découvrons Truman, son monde et sa cage. Ainsi, nous plongeons dans l'univers du Truman Show. À l'époque, même si on avait des réserves sur le propos, ce scénario a marqué les esprits. On sent qu'Andrew Niccol, immense auteur et futur réalisateur à cette époque, avait envie de questionner notre rapport au monde télévisuel et son impact sur le début des années 2000 qui s'approchait à grands pas à cette époque. Dans ce scénario, il a mis énormément de choses, allant simplement du traitement de ce qu'allait devenir la télé-réalité, en passant plus simplement vers l'impact publicitaire, vers la place de l'individu dans son fauteuil, devenant un acteur à proprement parler de la vie de cette personne, présente à l'écran. On sent que le scénariste a voulu montrer que le monde allait changer, mais pas forcément dans le sens où l'on aurait pu le prédire à ce moment-là. Cela est assez brillant à voir, car on sent que le scénariste a voulu dresser un bilan d'une époque qui n'avait pas encore totalement pris forme, donnant lieu à un moment de cinéma terriblement puissant, évocateur, juste aussi quand on prend le recul que l'on a aujourd'hui sur le propos de ce script, qui remis dans le contexte de cette époque a dû en déstabiliser plus d'un, mais qui malheureusement, même s'il sonne comme extrême, sonne de nos jours comme trop criant de vérité. Un brillant moment d'écriture, visionnaire, mais pas trop non plus. Si le film a marqué son époque, c'est notamment grâce à la créativité de son réalisateur. Peter Weir est un cinéaste que l'on a un peu oublié, mais qui a fortement marqué son époque par une vision assez singulière mais surtout terriblement humaine du cinéma, parvenant à donner des points de vue surprenants à ses personnages au cœur de ses films, comme c'est exactement le cas ici, au cœur de The Truman Show. Que ce soit dans le travail de la mise en scène de la télé-réalité, qui était tout de même assez novateur, voire même visionnaire à l'époque, dans son usage des faux angles de prise de vue et de jeu avec les possibilités de placement de la caméra. On sent presque de la part de l'auteur australien une influence par le genre du found footage, qui prend ici la forme d'un moment de cinéma où l'on cherche à voir par quelle ingéniosité l'auteur va être capable de nous présenter l'œil de Christophe au cœur d'une mise en abîme parfaite du rôle de metteur en scène qui se prend pour Dieu, en construisant ainsi une scénographie qui joue sur l'idée de voyeurisme, sur l'idée de point de vue, d'observation et de compréhension d'un homme manipulé par une espèce de dieu télévisuel. Le metteur en scène australien donne lieu à une scénographie qui ne cesse d'être créative, mais qui surtout marque par une ingéniosité qui donne de l'ampleur à un moment qui n'aurait pu sonner que comme un bel exercice de style. Mais heureusement, le film va beaucoup plus loin et sonne comme novateur. À l'époque, imaginez l'état dans lequel étaient les spectateurs en voyant cela. Franchement, on peut imaginer que le monde qui est peint ici, un monde où l'on serait capable de suivre un enfant, grandir et évoluer par le biais de sa télévision, et que ce même enfant ne connaîtrait qu'un monde fictif influencé par le bon vouloir d'un réalisateur perché dans le soleil d'un énorme dôme de fer qui servirait de plateau télé, dans le genre, cela sonne comme de la fiction, mais alors bien créative.
Même si cette vision est extrême, elle semble pourtant parfaitement représenter une certaine idée que la télévision a du divertissement. Peut-être un peu moins maintenant, même si pour autant il est évident que les plateformes comme YouTube ou comme Prime Video ou Netflix semblent aller chercher parfois de ce côté-là certains de leurs concepts, démontrant que même si Vert et Nicole ont poussé la vision de ce monde un peu loin dans l'idée qu'ils se faisaient du futur, ils ont pourtant su toucher du bout du doigt quelque chose qui semble tout de même assez cohérent lorsque l'on constate les changements qu'a connus la télévision et le monde de l'audiovisuel depuis la sortie de ce long métrage en 1998. C'était culotté, voire bizarre pour certains, mais pas tant que ça quand on regarde notre époque. Même si le casting secondaire est excellent, il y en a un qui ressort du lot. Indéniablement, que ce soit Laura Linney, brillante dans le rôle de Meryl / Anna, que ce soit Noah Emmerich dans celui de Marlon / Louis, ou que ce soit le brillant Ed Harris dans le rôle de Christophe, le casting secondaire est absolument parfait et sonne comme d'une grande justesse par rapport aux personnages qu'ils mettent parfaitement en relief. Mais il y a Jim Carrey, qui au cœur de ce film délivre une prestation tout simplement brillante de bout en bout, marquant par son ingéniosité et sa justesse de composition, d'un personnage ne cherchant pas à faire le show, mais simplement à être lui-même, dans un monde qui lui demande simplement de vivre, donnant une perspective à son jeu particulièrement tragique qui permet au spectateur d'encore plus s'attacher à son parcours et son évolution. À une époque où l'on considérait l'acteur comme un entertainer, plus que comme un véritable artiste, il livre avec cette performance à fleur de peau et d'une immense sensibilité un instant d'interprétation suspendu qui marque par son efficacité, sa drôlerie, son extrême justesse et sa délicatesse de composition qui nous déchire en deux durant les dernières minutes de cette œuvre. C'était un instant de légende que l'acteur a su totalement saisir et faire briller. Comme beaucoup de gens, je pense, de ma génération, je me suis intéressé à ce film par le biais de son acteur principal, qui avait marqué ma jeunesse, mais au-delà de cela, il y avait ce pitch bien sûr, et cette forme à mi-chemin entre l'anticipation, la dystopie, mais plus simplement la comédie dramatique virant à la tragédie. Peter Weir a bouleversé une certaine idée que je me faisais du cinéma étant plus jeune, et encore aujourd'hui, ce long métrage fonctionne extrêmement bien, marque clairement l'esprit du spectateur, sonne comme un film parfait à tout point de vue, que ce soit en termes de rythme, de performance, aussi bien technique qu'artistique. C'est un grand moment de cinéma qui ne fait pas simplement que marquer par son idée et son exécution, mais également par la justesse des sentiments traités par son auteur, qui prennent par la dimension de l'acteur prenant possession du cadre, une forme et une intensité qui marquent et qui ne laissent clairement pas indifférent à la fin de la séance. Bien plus encore que d'avoir été visionnaire, c'est un film qui comprend son époque, qu'il a déconstruit par le biais de la fantaisie pour en dresser un portrait aussi terrifiant que terriblement touchant. C'est un immense, puissant, intense et intemporel chef-d'œuvre du cinéma.